Dans cette première partie de la sensibilité consciente, on va parler de la sensibilité de la vision, c'est-à-dire le sens de la vision. L'œil est l'organe de sens qui nous permet de réagir, bien sûr, avec le milieu extérieur grâce à un stimulus lumineux, c'est-à-dire grâce à la lumière. Voyons tout d'abord l'anatomie d'un œil humain. La cornée, c'est la partie transparente de l'œil, l'humeur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrée. Voilà la pupille, l'iris, donc là on a la rétine, le cristallin, cette lentille convergente qui va rétrécir et inverser l'image. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les deux membranes de l'œil, la choroïde et la sclérotique. On va passer maintenant à la dissection d'un œil du bœuf. Voilà la cornée, cette couche transparente qui laisse traverser la lumière. On va voir de plus près l'intérieur d'un œil du bœuf. Donc, on doit disséquer les deux couches, la choroïde et la sclérotique, ces deux membranes-là, pour voir à l'intérieur de quoi il s'agit. Voilà le fond de l'œil où il y a la rétine, cette membrane qui renferme des cellules photoréceptrices de la lumière, c'est-à-dire très sensibles à la lumière. Et là, on voit le cristallin, cette lentille convergente, responsable d'invertir ou bien renverser et rétrécir l'objet observé. La pupille. Voilà. Et l'humeur aqueuse. Comment s'effectue maintenant l'élaboration des messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels de la rétine? Donc, on sait que la rétine, cette membrane qui renferme des cellules photoréceptrices de la lumière, et là, je parle de deux types de cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. Donc, les bâtonnets sont sensibles à la lumière, mais une lumière qui est très faible. D'accord? On peut voir même les objets, mais juste en noir et blanc. Alors que les cônes, ils sont très sensibles aux objets éclairés, trop éclairés, et ils nous permettent de voir des choses colorées, des objets colorés. Donc, les bâtonnets sensibles à une faible lumière, alors que les cônes, il faut que les objets doivent être éclairés. Donc, voilà l'élaboration du message nerveux et visuel à travers les cônes et les bâtonnets. Donc, ce message nerveux visuel, bien sûr, qui va être traité au niveau des centres nerveux. Donc, voilà l'influx nerveux visuel qui va passer à travers le nerf optique depuis la rétine, c'est-à-dire depuis ces cellules photoréceptrices, vers le cortex visuel occipital, c'est-à-dire le lobe occipital, derrière le cerveau. Là, on a les objets éclairés, c'est-à-dire la lumière qui va passer à travers les nerfs optiques. Là, on voit le chiasma optique, c'est-à-dire le croisement des deux nerfs optiques et l'influx nerveux visuel qui va être traité dans cette zone-là, c'est-à-dire au niveau du lobe occipital. C'est là où on va trouver, bien sûr, l'aire visuelle.
Parlons tout d'abord de ces cellules photoréceptrices de la rétine. Donc, on a parlé des cônes sensibles à la lumière et ils se situent au centre de la rétine. On parle des cônes, leur nombre il est très faible, alors que les bâtonnets, on les voit dans la périphérie de la rétine. Ils nous permettent de voir les objets même pendant l'obscurité. Et leur nombre il est très élevé. Donc voilà, les cônes au niveau du centre nous permettent de voir les objets en couleur, alors que les bâtonnets se trouvent en périphérie. Comment on peut enregistrer une activité électrique? Et là, j'ai choisi deux exemples. Activité électrique pendant l'obscurité et une activité électrique pendant la lumière. Par exemple, la lumière du jour. Donc, grâce à un stimulus visuel, il s'agit de la lumière. Donc là, on voit une activité électrique qui est très faible. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'obscurité. Et là, les cellules photoréceptrices qui sont simulées, ce sont les bâtonnets. Alors que là, on voit que l'image là, elle est éclairée. Donc, à la fois les bâtonnets et les cônes qui sont simulés. D'accord? C'est pour cette raison qu'on voit là ces traits-là qui sont très étroites. Là, pendant l'obscurité et là, pendant la lumière. L'activité enregistrée ou bien l'enregistrement de l'activité électrique pendant le jour et là, pendant, par exemple, la nuit. Là, ce sont les bâtonnets, alors que là, à la fois les bâtonnets et les cônes. Donc, comment s'effectue le passage de l'influx nerveux visuel et comment il va être traité au niveau des centres nerveux? Voilà, comme nous montre l'imagerie médicale du cerveau, l'œil sans anomalie, c'est-à-dire un œil sain. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La partie occipitale du cerveau, c'est-à-dire là où on va trouver l'aire visuel, au niveau du lobe occipital. Donc, au niveau de cette zone, on peut voir les objets, c'est-à-dire colorés, c'est-à-dire reconnaissance des couleurs. On peut aussi reconnaître les formes des objets. D'accord? Et même, on peut reconnaître aussi les mouvements. Dans cette zone-là, c'est-à-dire au niveau du lobe occipital, c'est-à-dire l'aire visuelle. Et bien sûr, l'aire visuelle, elle est répartie en plusieurs zones. Par exemple, la zone qui va recevoir le message nerveux visuel et une autre zone qui va traiter et interpréter ce message nerveux ou bien cet influx nerveux visuel. On sait que l'image, lorsqu'elle est captée au niveau de la rétine, elle est sous cette forme-là, elle est inversée et rétrécie. Pourquoi? Parce que la lumière, lorsqu'il traverse les différentes parties de l'œil, et là je parle de la cornée, c'est une couche qui est transparente, aussi l'humeur aqueuse, puis le cristallin. Une fois arrivé à cette zone-là, les objets ils vont être inversés et rétrécis. Et pourquoi? Parce que ce cristallin-là, c'est une forme de lentille convergente qui va inverser et rétrécir l'image. Et là, toujours, la lumière elle passe à travers la lumière vitrée. Une fois arrivé au niveau de la rétine, ces cellules photoréceptrices, ils vont capter une image irréelle, c'est-à-dire un message qui est codé. Et bien sûr, ce message-là, il va être décodé. Bien sûr, ou au niveau du centre nerveux visuel, c'est-à-dire l'aire visuelle. Et ça, à travers les fibres nerveuses du nerf optique. Et voilà le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux visuel depuis le récepteur sensoriel vers le centre nerveux visuel. On va commencer tout d'abord par le stimulus. Et là, le stimulus de l'œil, c'est la lumière, bien sûr. L'œil, c'est l'organe de sens et qui renferme au fond
la rétine avec ses cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets, un message nerveux qui va naître au niveau de ces cellules photoréceptrices, et on parle d'un influx nerveux visuel sensitif qui va passer à travers le nerf optique qui renferme les fibres nerveuses optiques. Et là, je parle d'un conducteur sensoriel. Toujours ce message, il va passer vers le centre nerveux. Et là, je parle d'un sens centripète, dit aussi afférent. Une fois arrivé au niveau de l'aire visuel, le centre sensoriel, ce message va être décodé, traité, interprété et corrigé. Et nous, comment on va voir l'image claire et nette, bien sûr. Voilà, et merci. Dans cette deuxième partie de la sensibilité consciente, on va parler du toucher. Donc, la peau est l'organe sensoriel qui est très sensible au toucher. Au niveau de la peau, il y a plusieurs fibres nerveuses qui se terminent bien sûr par des récepteurs ou bien des capteurs sensoriels qui sont très sensibles à la température, à la douleur, à une faible pression, forte pression, à des objets qui ont un toucher qui est lisse ou bien rigoureux, des corps chauds ou bien froids. Donc, grâce à la peau, qu'est-ce qu'on va trouver? On trouve ces récepteurs sensoriels. Et ces récepteurs, bien sûr, ce sont des terminaisons nerveuses qui sont reliées avec des fibres nerveuses. Et là, qu'est-ce qu'on va dire qu'on va sentir au niveau de la peau? Mais là, c'est faux. L'acquisition de la sensation, il va s'effectuer au niveau des aires sensitives, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Et pourquoi on dit ça? Juste tout simplement parce que l'influx nerveux, il va passer d'une vitesse qui est très, très élevée. C'est pour cette raison que nous, on va sentir au niveau de la peau, mais c'est faux. La sensation s'effectue au niveau du centre nerveux responsable du toucher, c'est-à-dire l'aire de la sensibilité générale. Donc, voilà la peau avec ses différents capteurs sensoriels. On va commencer tout d'abord par l'anatomie de la peau humaine. Donc, parmi ces récepteurs sensoriels, on trouve des récepteurs qui sont très sensibles, même à un léger toucher, et où on trouve ces récepteurs-là dans la partie superficielle de la peau. On peut trouver aussi des corpuscules qui sont très sensibles à une forte pression, quand on peut trouver aussi d'autres capteurs sensoriels qui sont sensibles à des objets froids ou bien chauds, etc. Et ces capteurs-là, ils vont avertir les centres nerveux. Par exemple, ils vont avertir que nous recevons, par exemple, un coup ou bien une pression qui est très forte. Voilà un schéma qui va nous montrer une coupe au niveau de la peau. La partie superficielle, c'est l'épiderme. Et là, on voit des capteurs, bien des récepteurs sensoriels, des terminaisons libres, ou bien des corpuscules libres qui sont sensibles aux douleurs. On a, par exemple, les corpuscules qui sont sensibles à des pressions, soit faible pression ou bien forte pression. Par exemple, le corpuscule de Messner, sensible à une faible pression. Voilà les disques de Merkel, aussi une légère pression. Et le corpuscule de Pacini qui est sensible à une forte pression. Et là, on a d'autres corpuscules, par exemple le corpuscule de Ruffini qui est sensible à la température. Et voilà, ces corpuscules, on peut les trouver à l'extrémité, c'est-à-dire à la partie superficielle de la peau, comme on peut les trouver dans la partie interne, le derme ou bien l'hypoderme. Voilà un autre schéma qui nous montre d'autres types de corpuscules ou bien de capteurs sensoriels, par exemple le corpuscule de Krause, sensible au froid, Ruffini sensible à la chaleur, corpuscule de Pacini, comme on vient de le dire, sensible à une forte pression, corpuscule de Golgi à une légère pression,
et Messner aussi a une légère pression ou bien une pression qui est très faible. Comment s'effectue l'élaboration des messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels de la peau? Tout d'abord, les capteurs sensoriels, puis les nerfs sensitifs, et le message nerveux, il va passer à travers la moelle épinière, bien sûr, directement vers les centres nerveux, et là, je parle de l'aire de la sensibilité générale. Voilà, les centres nerveux où le message nerveux ou bien l'influx nerveux sensitif qui va être traité et là, on va sentir quelque chose. Par exemple, faible pression, forte pression, un objet qui est lisse ou bien chaud, froid, etc. Et voilà le schéma fonctionnel qui va nous montrer tous les éléments intervenant dans la sensibilité du toucher. Par exemple, là, j'ai choisi un léger toucher, par exemple une plume, la peau avec ses récepteurs sensoriels, par exemple les récepteurs libres, très sensibles même à un léger toucher. Et là, où va naître l'influx nerveux sensitif tactile, qui va être conduit à travers les fibres nerveuses tactiles, c'est-à-dire qu'on les trouve au niveau du nerf tactile, qui va jouer le rôle d'un conducteur sensoriel, toujours vers un sens centripète, parce que le message il va être traité au niveau des centres nerveux, et là on parle d'un sens centripète afférent. Une fois arrivé au niveau de l'aire de la sensibilité générale, qui va jouer le rôle d'un centre sensoriel, on va sentir par exemple là une faible pression. La pression élaborée par cette plume-là, ou bien ce stimulus. Voilà un autre schéma, l'excitant, par exemple, une faible pression, ou bien une forte pression, ou bien un corps chaud, un corps, par exemple, humide, lisse. L'élaboration du message nerveux à travers ces récepteurs sensoriels, puis le message va passer à travers le nerf tactile, la moelle épinière, et là on va voir que l'influx nerveux il va dévier, bien sûr plus précisément au niveau du bulbe rachidien, pour arriver jusqu'au l'aire de la sensibilité générale, en arrière du sillon de Rolando. Et là le message va être traité et interprété. Voilà un autre circuit de l'influx nerveux sensitif depuis les récepteurs situés au niveau de la peau, le nerf sensitif, la moelle épinière, puis vers le cerveau, c'est-à-dire bien sûr dans l'autre partie du cerveau. Là, ce schéma-là, il va nous montrer l'emplacement exact de l'aire de la sensibilité générale derrière le sillon de Rolando et plus précisément au niveau du lobe pariétal. Voilà les différentes parties ou bien les différents lobes du cortex cérébral, le lobe frontal, lobe occipital, le lobe pariétal et le lobe temporal. Bien sûr, voilà le tronc cérébral et le cervelet, c'est-à-dire les trois parties de l'encéphale. Voilà un exemple de l'enregistrement de l'activité électrique au niveau d'une fibre nerveuse reliée à un récepteur sensoriel au niveau de la peau. Là, j'ai choisi deux exemples de pression, une forte pression et une faible pression. Par exemple, stimulation tactile, pression, soit faible ou bien forte. Voilà, par exemple, l'exemple d'un capteur sensoriel et j'ai choisi là le corpuscule de Pacini qui est très sensible à une forte pression. Le message il va être élaboré au niveau de ce corpuscule. Il va passer par la suite à travers la fibre nerveuse. Et là, pour la faible pression, on voit ici les traits qui sont très espacés. Alors que là, l'enregistrement au niveau de cet appareil, il va nous montrer qu'il s'agit d'une forte pression. Pourquoi? Parce qu'on voit là que les traits ils sont trop serrés. Là, trop espacés. Pourquoi? Parce qu'on a une faible pression
comment on doit lire cet enregistrement-là. Si on voit par exemple là les traits qui sont trop serrés, il s'agit là d'une activité électrique qui nous montre qu'il s'agit bien sûr d'une forte pression. Voilà un autre schéma qui va nous montrer que, par exemple, les surfaces occupées sur l'aire de la sensibilité tactile, l'aire de la sensibilité générale en relation avec le toucher. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que chaque partie du corps est représentée par une surface dont l'étendue, il reflète le degré de la sensibilité. Je vais vous expliquer. Par exemple, là, on a les doigts de la main qui occupe une grande surface au niveau de l'aire de la sensibilité générale. Même chose pour le visage, la langue aussi, les orteils du pied. Pourquoi? Parce que ces zones-là, ils renferment plus de récepteurs sensoriels. C'est-à-dire, on va ressentir plus au niveau de ces zones. Et plus la partie dans notre corps renferme plus de récepteurs sensoriels, plus il occupe une grande surface au niveau de l'aire de la sensibilité générale. On va voir le même schéma, mais cette fois-ci dans la partie réservée à la motricité volontaire. Donc, c'est tout pour cette partie et merci pour votre attention. Dans cette troisième partie de la sensibilité consciente, on va parler de l'ouïe. On sait que l'oreille est l'organe de sens qui nous permet de réagir avec le milieu extérieur et bien sûr grâce à des stimulus sonores, c'est-à-dire à des vibrations sonores. Voilà une coupe au niveau de l'oreille avec les différentes parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. On va commencer tout d'abord par l'oreille externe. C'est la seule partie en communication directe avec le milieu extérieur. Elle est composée d'un pavillon, d'un conduit auditif et c'est une simple structure de transmission des sons, c'est-à-dire des vibrations sonores, vers le tympan. D'accord? Elle capte les ondes sonores qui se propagent bien sûr vers l'oreille interne. La deuxième partie, c'est l'oreille moyenne. Donc, la transmission des vibrations sonores au niveau du tympan, il va agir comme un micro et ces vibrations, ils sont transmises par la suite vers la chaîne des osselets qui se trouve au niveau de l'oreille interne. Et là, ces vibrations, par la suite, ils vont passer vers le nerf auditif. On va passer pour voir de plus près la composition de l'oreille interne. Donc, l'oreille, cette partie-là, c'est-à-dire la partie interne, c'est le siège des mécanismes de la perception des sons, c'est-à-dire la perception des vibrations sonores. Elle est constituée de deux groupes d'organes, la cochlée, c'est une coquille d'escargot qui renferme les cellules ciliées, c'est la partie la plus importante de l'oreille, et le vestibule, les canaux circulaires constituant l'organe de l'équilibre. Ces vibrations-là, elles sont transmises à la fenêtre ovale et mettant en mouvement le milieu liquide et contenu dans la cochlée. Et la pression au niveau de ce liquide qui va engendrer par la suite des mouvements des cils ou bien de ces cellules et par la suite la transmission de l'influx nerveux auditif. Et bien sûr, cet influx qui va passer par le nerf auditif. Donc, il faut savoir que si ces cellules ciliées sont endommagées, sont détruites par diverses façons, par exemple les sons qui sont très très élevés, des bruits qui sont très élevés, et cette destruction-là est donc elle est irréversible. C'est-à-dire, une fois on perd ces cellules ciliées, c'est-à-dire on va les perdre une fois pour toutes. Et dès les premiers signes qui se traduisent par des sifflements, par exemple, ou bien des bourdonnements dans les oreilles,
il ne faut pas hésiter à consulter un médecin d'urgence. Et voilà l'influx nerveux auditif, il va passer à travers le nerf auditif directement vers l'aire auditive au niveau du cortex cérébral. Et voilà l'emplacement de l'aire auditive avec ses différentes zones. Par exemple, une zone qui va recevoir l'influx nerveux auditif, une zone qui va traiter et interpréter le son. Et par la suite, on va détecter et bien sûr, on va traiter la nature du son qu'on a entendu. Et là, on voit le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux auditif du récepteur sensoriel vers le centre nerveux auditif. Là, par exemple, j'ai choisi comme stimulus des bruits, par exemple de la musique, un autre exemple, sonnerie de téléphone, l'oreille, et il renferme bien sûr des récepteurs sensoriels. Et là, par exemple, je parle des cellules ciliées qui jouent le rôle des récepteurs sensoriels. Un message nerveux auditif qui va naître au niveau de ces récepteurs, il va passer à travers le nerf auditif qui joue le rôle d'un conducteur sensoriel et toujours un sens centripète ou bien afférent vers l'aire auditive, le centre sensoriel qui va traiter et interpréter la nature du son. Est-ce qu'il s'agit d'un son, d'un bruit, ou bien sonnerie du téléphone, ou bien sonnerie de la porte, ou bien musique, une forte musique, une musique douce, etc. Donc là, je vais parler de l'usage fréquent du lecteur MP3. Là, je parle là des écouteurs. Et là, bien sûr, des conséquences indésirables sur la transmission de l'influx nerveux auditif, car il peut entraîner une destruction et des cellules ciliées, c'est-à-dire ces cellules ciliées, ils vont être endommagées. Et ces cellules, on sait qu'ils sont situées dans l'oreille interne et ils jouent le rôle de capteurs sensoriels, c'est-à-dire ils vont capter les vibrations sonores. Et voilà l'image de ces cellules auditives, ces cellules ciliées, avant l'utilisation fréquente de ces écouteurs et après, on voit que ces cellules sont endommagées. Et bien sûr, elles sont endommagées une fois pour toutes, c'est-à-dire d'une façon irréversible. Et finalement, je vais parler aussi des implants. Donc, si par exemple, on a une destruction au niveau du tympan ou bien au niveau des cellules ciliées, c'est-à-dire ces capteurs qui vont capter les vibrations sonores, on peut utiliser les implants. Leur principe de base, il repose sur la transmission des ondes sonores en signal électrique, c'est-à-dire en influx nerveux auditif. Ces implants sont munis par des électrodes et là, ces électrodes-là, ils vont simuler la cochlée et là, un message nerveux qui va naître à travers ou bien au niveau de la cochlée et qui va passer à travers le nerf auditif. Bien sûr, ce message ou bien cet influx nerveux auditif va être traité au niveau de l'aire auditive. Et merci pour votre attention et c'est tout pour cette séance. Dans cette dernière partie réservée à la sensibilité consciente, on va parler de deux sensibilités, le goût et l'odorat. Le goût d'un aliment, il provient d'une combinaison subtile entre le goût et l'odorat. Lorsqu'on est enrhumé, les aliments nous paraissent sans goût, démontrant bien sûr le rôle essentiel de ce sens. On va commencer tout d'abord par le goût. L'homme adulte, il possède environ 10 000 papilles gustatives réparties sur la langue et qui lui confèrent cet aspect rigoureux. Les papilles gustatives, ils reconnaissent les 4 saveurs primaires et qui se répartissent sur la langue de la manière suivante. On a le bout de la langue qui est très sensible au sucré, les côtés de la langue qui sont sensibles à la fois au salé et aussi à l'acidité, et le fond de la langue, il est sensible à l'amertume.
Donc voilà l'extrémité qui est sensible ou bien, pardon, aux aliments sucrés, le côté aux aliments acides, voilà. Là, cette zone au goût salé. Au fond de la langue, on a l'amertume. Et cette zone-là, toute cette zone, c'est aux aliments qui ont de la saveur, c'est-à-dire qui sont très délicieux. Par exemple, là, j'ai l'exemple d'un abricot. À la fois, il renferme un goût qui est acide, on sent aussi de l'amertume, un goût aussi sucré, d'accord? C'est pour cette raison qu'on a toute cette zone-là qui est répartie ou bien réservée à un goût qui est savoureux. Donc, la sensation du goût qui est provoquée par la stimulation des récepteurs sensoriels, c'est-à-dire ces papilles gustatives, et on parle aussi des bourgeons du goût localisés dans la cavité buccale. Ces cellules gustatives, ils doivent, dans un premier temps, transformer le signal chimique, c'est-à-dire la saveur d'un aliment, en un signal électrique qui va atteindre finalement le cortex cérébral et bien sûr de cette zone-là, c'est-à-dire de ces capteurs, bien de ces bourgeons de goût à travers le nerf facial, puis le bulbe rachidien, c'est le centre réflexe de la salive, directement vers l'aire gustative. C'est là où le message du goût qui va être traité. Et nous, on va sentir le goût de cet aliment-là. S'il est par exemple amer, acide, sucré, salé. Et voilà le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux gustatif. Depuis le récepteur sensoriel, c'est-à-dire depuis les papilles gustatives, vers le centre nerveux gustatif. Par exemple, stimulus un aliment, la langue qui renferme les papilles gustatives, ce sont les récepteurs sensoriels, un influx nerveux sensitif gustatif qui va naître à travers au niveau de ces papilles gustatives, qui va être transmis par le nerf gustatif, c'est un conducteur sensoriel, toujours un sens centripète ou bien afférent, vers l'aire gustative, c'est le centre sensoriel, qui va détecter, interpréter et traiter le goût de l'aliment, s'il est amer, acide, sucré, salé, etc. On va passer maintenant à l'odorat. Donc le nez, bien sûr, c'est l'organe de sens. Et les molécules odorantes à l'état de gaz, soit que nous respirons par le nez, soit lorsque, par exemple, nous mâchons un aliment. Ils atteignent l'épithélium olfactif qui se trouve au fond des fosses nasales, au niveau des narines, et par la suite, il va passer à travers le nerf olfactif vers le centre nerveux, c'est-à-dire vers l'aire olfactive. Comment s'effectue la transmission de l'influx nerveux olfactif? Lorsqu'une molécule odorante arrive au niveau des fosses nasales, au niveau des narines, il se dissout dans le mucus et il va former par la suite une association avec des protéines réceptrices de ces molécules odorantes. Et pendant un certain moment, qui est très très court, de l'ordre de quelques millisecondes, au cours de cette association, un message électrique qui va naître et qui va par la suite être transmis vers le centre olfactif. Donc, la transmission, comme on vient de le dire, de l'influx nerveux olfactif, depuis ces récepteurs olfactifs qui se trouvent au niveau des narines, puis le message va être conduit à travers le nerf olfactif vers le centre olfactif. Donc là, il ne faut pas confondre entre les odeurs et les arômes. Donc les odeurs, ils vont passer par les voies arthronasales, c'est-à-dire à travers les fosses nasales, alors que les arômes, ils vont passer à travers, par exemple, la langue. Voilà le passage de ces molécules qui vont donner par la suite soit des odeurs ou bien des arômes. Et là, on voit que les cuisiniers, ils sont
très sensible aux odeurs et aux arômes aussi. Et là, on présente le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux olfactif depuis le récepteur sensoriel vers le centre nerveux olfactif. Là, on parle par exemple de l'odeur comme stimulus, c'est-à-dire les molécules odorantes, le nez ou bien les narines. Et là, on trouve les récepteurs sensoriels et l'influx nerveux sensitif olfactif qui va passer à travers le nerf olfactif, c'est le conducteur sensoriel, toujours un sens centripète ou bien afférent, vers l'aire olfactif, le centre sensoriel où on va sentir et traiter et interpréter la nature de l'odeur. Voilà pour cette séance et merci pour votre attention. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.